Sud Radio Auto. Essais croisés. Votre rendez-vous automobile tous les dimanches dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio avec nos partenaires de Mobility TV. Chaque semaine, nous essayons un véhicule avec nos spécialistes justement pour vous montrer ses avantages, ses inconvénients, ses performances aussi, les coups de cœur de nos spécialistes que je vous présente tout de suite. Mélina Priam, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à l'Autojournal. Stanislas Laroumet est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Journaliste automobile indépendant et Cédric Fréhour, fondateur de Petites Observations Automobiles. Bonjour. Et journaliste également automobile aux Échos. Aujourd'hui, nous essayons la Kia Sportage, dessinée par un Français, Cédric. Oui, Grégory Guillaume, il vit à Francfort et il a cette chance, justement. Et il a surtout la liberté. La liberté de dessiner aujourd'hui des Kia qu'on avait peu vu venir. Jusqu'à présent, Kia, c'était la voiture, les Américains disent best value for money. C'est-à-dire qu'on en a pour son argent, c'est chouette, c'est pas très cher. Mais bon, c'est globalement plutôt banal. Mais ça, c'était avant. Désormais, on en a pour pas cher, mais c'est très beau. Et c'est très beau. Et tellement beau même qu'on a le sentiment, quand on la regarde, notamment le Kia Sportage, que c'est premium. Et il se passe quelque chose. Et Grégory Guillaume, que j'ai eu la chance de rencontrer il n'y a pas très longtemps, me disait que ce vent de liberté, il est soufflé par le dirigeant du groupe Kia Hyundai, qui a 53 ans, qui adore la science-fiction, qui adore la science, qui adore la technologie et qui pousse ses équipes. Et qui en plus, comme il a deux marques qui sont vendues sur les 5 continents, est Kia et Hyundai, un très bon financier, un très bon gestionnaire, a en plus les sous. Et il me disait, tout à coup, ce vent-là, ça enveloppe l'ensemble de l'entreprise. Et on est porté par ça. Et c'est ce qui fait que ce constructeur est devenu incontournable aujourd'hui, alors qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il était quasiment inconnu. Mais il travaillait bien déjà. Oui, c'est vrai. Lentement, sûrement, ils creusaient leur sillon. Et aujourd'hui, ils pèsent. Ils sont dans le top 5. Pardonnez-moi de bafouiller, je vais me reprendre. On va y arriver. Des grands groupes automobiles. Exactement. Alors justement, est-ce qu'ils pèsent avec ce modèle-là, ce Kia Sportage qu'on a essayé, Mélina Priam? Oui, je pense que le Kia Sportage va être un des acteurs des années à venir sur le marché des SUV, parce que en fait, ce qui se passe aussi, c'est que Kia et Hyundai nous ont étudiés, nous, les consommateurs européens, et ils ont fait des voitures pour nous. Il faut voir que le Kia Sportage est dessiné par un Français, mais il est dessiné pour le marché, pour les Français. Kia et Hyundai, ça veut dire quoi être dessiné pour les Français? Alors qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi le cahier des charges? Au-delà de dessiner, c'est dessiner et aussi imaginer, conçu d'un point de vue de la plateforme, de ce qu'on attend, nous, d'une automobile. Parce que, clairement, c'est un constructeur asiatique. Les automobilistes asiatiques n'ont pas du tout les mêmes attentes. C'est des voitures plus petites, ou pas forcément, mais enfin, notamment au Japon, si on prend le marché japonais, c'est des autos plus petites. Ils attendent pas la notion d'agrément de conduite, de confort que nous, on attend. Et ça, Hyundai est arrivé sur le marché européen avec des autos et donc, pour nous. Pour vous, la Kia Sportage est à la fois spacieuse à l'intérieur et en même temps agréable à conduire. Elle est agréable à conduire, elle n'est pas aussi agréable à conduire peut-être que la référence du moment qui est le 3008, mais c'est une auto qui est agréable à conduire, qui est bien conçue, qui est bien finie, avec une offre de motorisation complète, parce qu'ils ont mis le paquet sur l'hybride rechargeable, et elle est disponible dans toutes les motorisations européennes. Il y a encore du diesel sur le Kia Sportage, il y a une motorisation essence avec une micro-hybridation, il y a de l'hybride simple, non rechargeable, et il y a de l'hybride rechargeable. Ils veulent vraiment, ratisser large pour essayer de convenir à tout le monde. Et pour les nostalgiques d'ailleurs du diesel, c'est peut-être un des derniers nouveaux modèles au diesel. Il faut quand même sans doute. Et c'est aussi parce que le groupe a les moyens qu'ils se permettent encore de le proposer. Non pas qu'on s'en réjouisse d'ailleurs, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, mais en tout cas c'est ce vers quoi tendent les pouvoirs publics avec les réglementations. Stanislas. C'est une histoire d'amour, parce que quand j'ai commencé dans la presse auto en 1995, je suis désolé, je fais pas mon âge, mais c'est pas grave. La première voiture que j'ai été amené à essayer en présentation presse, c'était le premier Kia Sportage. Et c'était rigolo parce que je mettais les pieds dans un monde que je connaissais pas du tout. C'est ça. Et c'est votre Madeleine de Proust. Non, mais c'était une des premières Kia importées en Europe. Et je me souviens, on avait fait un quart de page dans les actus alors que j'étais parti 2 jours pour essayer cette voiture. C'était mon premier papier, mon premier essai. Bon,
pour la gloire, il fallait repasser. Voilà. Et de donc l'eau a maintenant, coulé sous les ponts et des voitures ont roulé aussi sous les ponts depuis. Ce que n'ose pas dire Stanislas, c'est qu'à l'époque, le Kia Sportage, il était déjà pas mal. C'est ça. Ça avait marqué les esprits. C'était pas mal. Ils ont essayé de faire premier SUV avec le RAV4. Hein. Oui, un RAV4 un peu plus plat, un peu moins sympa, moins bien à conduire quand même, franchement. Là, c'est la 5e génération et c'est vachement bien. Voilà. C'est vachement bien. Mais de toute façon, tout ce que fait le groupe Hyundai Kia, il n'y a pas beaucoup de défauts. C'est à la fois techno, c'est bien fini, c'est fiable. Ils garantissent leur voiture 5 ans et 7 ans pour Kia. Alors ils ont fait ça il y a je sais plus combien d'années, mais pour la sortie de la première Ceed, si je me souviens bien. Et ça a fait, c'est un excellent coup marketing. Regardez, nous on est fiable, on garantit nos voitures 7 ans. Cédric fait des grands gestes avec son volant. Non, mais surtout, aujourd'hui, à une époque où on veut des écrans, là, ils ont mis la totale. C'est un écran de cinéma. Il y a deux doubles écrans qui se rapprochent. C'est la planche de bord de la Kia EV6. Le V6, c'est leur modèle électrique. Un effet waouh, c'est une vraie bagnole. On a l'impression qu'il y a de la poussière d'étoiles et tout ça quand on la voit circuler. Là, avec le Sportage, on se dit, mais même le 3008 qui est effectivement vous entrez dans un univers. Mais franchement, et puis ils ont un truc sympa, c'est qu'ils ont gardé les boutons de la clim physique. Vous savez, ce que souvent sur les écrans, c'est un peu chiant de régler sa température. Voilà. Alors et là c'est bien. Vous avez gardé quand même. C'est le meilleur de tous les mondes. Voilà, c'est ça. Ils ont gardé, en tout cas, ils ont été conservateurs là où il fallait pour vous. Ils ont été progressistes là où il le fallait. Parlons quand même de la cible de la Kia Sportage. Est-ce que je suis plutôt urbain, périurbain? Est-ce que je suis plutôt rural? Plutôt périurbain, ça reste, c'est une routière, c'est quand même un SUV d'un gabarit conséquent, familial, et selon la motorisation que l'on choisit, c'est une voiture routière, autoroutière. Routière, autoroutière aussi. Je peux faire de longues distances. Elle est adaptée à cela. Bien sûr. Elle est faite pour. C'est aussi pour ça qu'ils le proposent en diesel. C'est que même si ça n'est plus je dirais l'énergie à la mode, pour les gros rouleurs, ça a encore du sens. Et le Sportage, c'est une voiture familiale. C'est quand même assez spacieux, et voire même un peu encombrant en ville. Ça déplaît à certains écologistes, mais en fait, c'est l'architecture idéale aujourd'hui que veulent les Européens. Voilà, on les laisse faire. Quand on les laisse faire et qu'ils ont une baguette magique, ils disent je veux ça. Exactement, cette architecture. Parlons, on parlait d'écologie, parlons du professionnel de la consommation, la Kia Sportage. Stanislas. Non, moi je vais pas être bon parce que je vais consommer trop, évidemment. Mais ça dépend quelle version. Les diesels sont toujours sobres. Les hybrides, si vous les rechargez, ça reste sobre. Évidemment, un moteur essence, c'est des voitures un petit peu hautes, un petit peu lourdes, associées à une boîte automatique. Oui, ça va consommer un peu, mais encore une fois, vous savez, les consommations, ça veut pas dire grand-chose parce que ça dépend vraiment de la façon dont vous conduisez. Ça en dit plus sur le conducteur que sur le véhicule, en gros. Oui. Après, il y a des vraies voitures qui consomment. Moi, j'en ai une qui consomme énormément, quelle que soit la personne au volant. Oui, ça fait un couple démoniaque, on imagine bien. Stanislas, parlons quand même aussi des concurrents de la Kia Sportage. Mélina en a cité un qui est la référence tricolore, c'est le Peugeot 3008. Il y a aussi le Citroën C5 Aircross. Enfin, il y en a plein, le Volkswagen Tiguan, etc. Et tout, c'est le segment où tout le monde veut être, tout le monde doit être. Et si je fais un classement sur ce segment, où est-ce que je mets la Kia Sportage? Ça dépend, une fois de plus, c'est comme la consommation, de ce que vous recherchez. Si vous cherchez de l'habitabilité, du confort, de l'agrément de conduite avec une voiture très incisive. Alors là, je vous dirais, allez acheter immédiatement un Peugeot 3008 parce que c'est le meilleur dans sa catégorie. Quelque chose de rassurant, on va prendre une Volkswagen Tiguan, mais c'est un petit peu plus cher aussi. Enfin, vraiment, moi, c'est difficile de ne pas conseiller une Hyundai ou une Kia parce que c'est très pragmatique, vous l'avez dit, ils font à peu près tout bien. Il faut savoir aussi que c'est un des rares groupes au monde, un des rares groupes automobiles qui conçoit et développe absolument tout en interne, à la fois les boîtes automatiques, les batteries des moteurs électriques, les moteurs thermiques, essence et diesel, ils font tout en interne. Et ça, c'est très très rare. C'est peut-être, il y a les Japonais, je crois, peut-être qu'ils font encore ça. À l'époque, il y avait Mercedes, mais ça y est, maintenant ils ont la mode chez les conducteurs. Chez les constructeurs. Chez les constructeurs, pardonnez-moi. Chez les constructeurs, oui, ils ont tous des fournisseurs et ils achètent des boîtes auto à droite à gauche, des batteries, etc. Kia, Hyundai fait tout lui-même. Cédric Fréhour, la Kia Sportage face à ses concurrents directs. Je rejoins parfaitement Stanislas. Merci, c'est gentil. Non, mais c'est un très bon élève. Donc voilà, on
on serait justement les profs. On est à l'oral du bac, on lui met 18. Voilà, merci de la prestation. Alors, elle n'aura pas 19 ou 20 dans chacune des catégories, mais en revanche, elle sera... C'est un élève complet. C'est la meilleure moyenne. Il y a quand même il y a un certain talent maintenant stylistique. Voilà, ce dont on parlait. C'est vrai. Quelque chose, Stanislas parlait des qualités du groupe pour justement construire et concevoir des automobiles. C'est un des rares constructeurs, on parle de métavers en ce moment, notamment chez Facebook, c'est un des rares constructeurs qui est capable aujourd'hui d'avoir quasiment une sorte justement de métavers, c'est-à-dire que les designers automobiles et les ingénieurs se retrouvent. Oui. Comme ça, tout est intégré, tout en virtuel, et ils voient la voiture. Voilà. Ils ont leurs avatars. Et Grégory Guillaume, qui est le designer, me disait qu'il peut parler avec ses homologues à l'autre bout du monde. Il voit les clignements d'yeux et tout ça. Il voit même les inflexions de carrosserie. Il me dit, ça fait presque peur. Mais il dit, du coup, qu'est-ce que ça change? Mais on gagne du temps parce qu'en fait, pendant le Covid, plus personne ne pouvait voyager. Donc, il y a énormément tout à coup de projets automobiles qui ont perdu du temps. Il dit, grâce à ça, nous, on a pu se rejoindre justement dans une sorte de dimension parallèle et travailler. Alors que nous avons passé notre confinement sur Zoom. Le mot de la fin, Mélina Priam? Moi, je lui donnerais peut-être pas 18 pour revenir sur son positionnement dans la catégorie, mais c'est vrai que en plus, elle a un rapport prix-équipement et un contenu technologique qui est impressionnant. Et c'est vrai que c'est un bon élève. Un très bon élève. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois pour cet essai de la Kia Sportage. Mélina Priam, je le rappelle, journaliste à l'Auto-Journal, Stanislas Laroumet, journaliste auto indépendant, et Cédric Fréhour, journaliste également automobile aux Échos et fondateur de Petites Observations Automobiles. On parle d'un autre marché, enfin si, toujours le même marché, un marché automobile dans un instant, mais le marché électrique. Quelle est la voiture électrique préférée des Français? On en parle avec notre invité dans un instant dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Sud Radio Auto. Essais croisés. La deuxième partie de votre rendez-vous automobile Sud Radio Auto Essais croisés avec nos partenaires de Mobility TV. Nous parlons des habitudes de consommation en termes de véhicules électriques chez les Français avec notre invité Flavien Neuvy. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes économiste et directeur de l'Observatoire 7LM, la Tesla Model 3, voiture électrique préférée des Français. Alors, c'est extrêmement serré avec la Zoé. Quel est le véhicule le plus vendu aujourd'hui ? C'est le Model 3, mais c'est quelque chose d'assez incroyable. Et même en Europe, c'est un succès qui est tout à fait considérable. Quand on pense qu'il y a 15 ans, le constructeur n'existait pas. Tout simplement. Tesla et Elon Musk a eu ce coup de génie de faire un constructeur en partant de zéro. À l'époque, personne n'y croyait. Et en plus, à l'époque, il décide de créer un constructeur en partant de zéro, mais positionné sur le 100% électrique, avec des véhicules très haut de gamme. Donc, à l'époque, toute la profession, je veux dire comme ça, ricanait, était convaincue que ça n'allait pas aller bien loin. Et aujourd'hui, c'est la première entreprise mondiale de l'industrie automobile en termes de capitalisation boursière. Donc, c'est un succès qui est juste incroyable. Et un succès qui se retrouve jusqu'en France. Si je regarde le classement des véhicules électriques plébiscités par les Français, on retrouve celle qu'on aperçoit, on a le sentiment d'apercevoir le plus souvent dans la rue, c'est-à-dire la Renault Zoé, juste après, au coude à coude. Oui, absolument. Alors, il faut rappeler que Renault, pour le coup, par rapport aux autres constructeurs européens, mais même américains, avait un coup d'avance sur l'électrique avec sa Zoé, puisque c'était juste après les années 2010. Et que là encore, à l'époque, personne ne croyait du tout à la possibilité de voir les voitures électriques envahir nos routes un jour. Et donc, Renault avait un coup d'avance. Mais aujourd'hui, Zoé a un peu vieilli parce que c'est un véhicule qui a pratiquement 10 ans. Et donc, Renault est en train d'inventer l'après-Zoé, en quelque sorte, avec beaucoup de nouveaux modèles qui vont sortir. Mais c'est vrai que Zoé s'est installée dans le paysage automobile français. Si je continue le classement, justement, quelles sont les autres grandes marques qui tirent leur épingle du jeu ? Alors aujourd'hui, en réalité, l'ensemble des constructeurs se sont lancés à corps perdu, si je puis dire, dans la vente de voitures électriques. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de modèle, en dehors des deux modèles qu'on vient de citer, qui écrase les autres, parce qu'on en est qu'au tout début de l'aventure électrique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Dieselgate a bouleversé la donne, que la réglementation européenne est beaucoup plus dure et va obliger tous les constructeurs à vendre beaucoup de voitures électriques, mais ça vient juste de se produire en quelque sorte, et que les premiers modèles vont arriver vraiment en 2022. Il faut se souvenir que jusqu'avant la crise sanitaire, donc jusqu'en 2020, les ventes de voitures électriques, c'était 2% par an. C'était rien du tout. On est passé à 6% en 2020 et là, pratiquement 10% en 2021. Donc, on a eu un boom incroyable sur ces 2 dernières années. Mais avant cela, ça ne représentait rien. Donc, il n'y a pas beaucoup de modèles qui performent, mais ça va venir. Tous les constructeurs mettent des dizaines de milliards d'euros sur la table
pour inventer la voiture électrique de demain. Bien sûr, Volkswagen, mais pas seulement. Il y a Renault qui va sortir son nouveau modèle. Peugeot également, Stellantis, qui va beaucoup électrifier ses véhicules. Donc, j'ai envie de dire que la bataille, elle va être très intense. Elle ne fait que commencer. Du coup, revenons sur les deux pionniers, ceux qui écrasent encore le marché français. Tesla d'un côté, Renault avec la Zoé de l'autre, qui sont partis bien avant les autres. Est-ce que l'avance qu'ils ont capitalisée, ils vont pouvoir la garder ? C'est toute la question. En tout cas, pour Renault, c'est la question parce que avoir de l'avance, c'est bien, mais après, il faut la garder, cette avance. Et là, pour le coup, c'est vrai que Renault a pris un peu de retard, en quelque sorte, par rapport notamment à Tesla, évidemment, même s'ils ne sont pas sur le même segment de clientèle. Et donc, toute la question, c'est de savoir si Renault va pouvoir garder un petit peu cet avantage, sachant que tout ça, c'est une histoire de gros sous et qu'évidemment, c'est ceux qui mettront le plus d'argent sur la table qui pourront inventer la voiture électrique avec la plus forte autonomie, la moins chère possible et celle qui se recharge le plus vite possible. Ce sont ça les enjeux clés de la voiture électrique. Pour Tesla, c'est un peu différent. Tesla a réussi à se positionner comme étant une marque haut de gamme qui fonctionne très bien. Les modèles, il n'y en a pas 150, des modèles à disposition du grand public. Mais aujourd'hui, Elon Musk cherche à démocratiser en quelque sorte ces modèles et donc il fait des véhicules qui sont moins chers et qui donc vont toucher une clientèle beaucoup plus nombreuse qui a des moyens financiers moins importants que les premiers clients de Tesla. Mais Tesla, Tesla va garder certainement un coup d'avance. Ils ont pris beaucoup d'avance. Ils ont pris énormément d'avance. Qui est aujourd'hui l'acheteur type de véhicules électriques en France ? Alors, c'est plutôt quelqu'un qui va vivre dans un milieu urbain, périurbain, pas forcément à la campagne, parce qu'à la campagne, on fait souvent beaucoup de kilomètres, et là, le problème d'autonomie se pose avec plus d'acuité. Et c'est souvent un deuxième véhicule. Alors, il peut arriver qu'effectivement, il y ait des automobilistes qui décident qui n'ont qu'un véhicule et qui ont une voiture électrique, mais globalement, ce sont plutôt des ménages qui sont multimotorisés. Ils ont une voiture thermique qui leur permet en gros de partir en vacances l'été sans trop se tracasser sur l'autonomie de la voiture. Et de l'autre côté, pour les déplacements au quotidien, pour la deuxième voiture, pour faire 30 ou 40 km par jour, la voiture électrique fonctionne bien. Ce sont souvent aussi des gens qui ont un pavillon et qui peuvent recharger facilement leur voiture chez eux. Et installer une borne. Oui. Et là-dessus, d'ailleurs, la France qui progresse, est-ce que la France est dans les pays les mieux équipés en borne électrique ou pas ? On est parmi les bons élèves, mais c'est quand même nettement insuffisant. On se souvient que pendant très longtemps, les pouvoirs publics, depuis des années en fait, annoncent qu'il y allait avoir 100 000 bornes de recharge dans l'espace public. C'était un peu le chiffre magique, 100 000, 100 000, 100 000. Bon, on en est à 50 000. Et on nous avait annoncé 100 000 pour fin 2021. Donc, on en est encore très loin. Les difficultés sont multiples, mais la difficulté principale, quand même, c'est de savoir qui paye. Parce que ça coûte cher et que quand il faut commencer à passer à la caisse pour financer l'installation de ces bornes, tout le monde se renvoie un petit peu la balle. Il en est des bornes électriques comme il en est de tous les autres domaines possibles. Merci beaucoup, Flavien Neuvy. Merci à vous d'être intervenu dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes économiste et directeur de l'Observatoire 7LM Sud Radio Auto et c'est croisé votre rendez-vous automobile que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Sud Radio et en podcast également sur sudradio.fr.